Alors dans cet entretien, j'aimerais essayer ensemble, si possible, de sortir de l'affect catastrophiste qui me semble être un affect assez majeur de l'époque, dans lequel certains choix, on va dire, éditoriaux ou de couverture et de titres s'inscrivent à travers des titres comme Cataclysme ou Collapsus, qui rentrent un peu dans ce champ lexical d'une certaine négativité en cours, mais aussi des choix picturaux avec une couverture pour Collapsus tout à fait sanguinolente, parce que ça me semble, bon, déjà un affect majeur de l'époque et un regard anthropologique invite toujours peut-être à se distancier, et puis tout simplement parce que ça me semble pas forcément juste de deux points de vue. D'une part, théoriquement, je pense qu'on ne peut pas parler d'extinction du vivant. L'extinction du vivant n'a jamais eu lieu depuis que le vivant est apparu. On peut parler d'une évolution, d'une adaptation possible, d'une réduction peut-être de certaines dimensions, parce que je vois assez peu comment, en très peu de temps, l'espèce humaine pourrait disparaître totalement, en tout cas, si ce n'est la possibilité toujours à envisager d'un événement cosmique tel l'explosion d'une supernova qui, là, en effet, pourrait déclencher un anéantissement de la vie, mais sur lequel on n'a pas de prise. Donc tout ça pour dire que les choses sont peut-être moins graves que ce qu'on imagine. Si l'espèce humaine venait à quasiment disparaître, voire disparaître complètement, c'est un processus tout à fait naturel qu'ont connu d'autres espèces. Ça fait partie de, voilà, de l'évolution du vivant que de parfois se repositionner, se redimensionner. Et il s'agit donc pour moi de nous enlever une certaine charge morale, une certaine culpabilité de la place singulière qui serait l'espèce. Un régime affectif que je mettrais dans le sillage de notre cosmogonie, de notre rapport au monde, issu pour les Occidentaux en tout cas, et pas seulement, d'une sorte de culpabilité issue des monothéismes, qui fait reposer sur l'humain une charge absolument terrible. Nous ne sommes pas coupables de destruction de la nature. Nous sommes la nature, et il faudrait bien plus que notre petite entreprise humaine depuis quelques centaines de milliers d'années pour détruire ce qui serait la nature. Parler d'une destruction de l'environnement, c'est quasiment contradictoire. C'est comme si on parlait d'une destruction du réel. On ne peut pas détruire le réel. Au maximum, on pourrait envisager une destruction relative du vivant, mais c'est peu probable puisque ça ne s'est jamais produit. Ce qui est quand même tout à fait différent et ce qui nous décharge, à mon sens, d'une certaine culpabilité, d'une certaine gravité ambiante qui, lorsque les humains ont peur, tu nous l'as souvent expliqué à travers l'histoire, nous amène à avoir des comportements pas toujours les plus adaptés. Souvent des comportements de défense, de peur et d'agressivité et de violence. Alors sur ce préambule, il y a des points sur lesquels j'adhère pleinement, il y en a d'autres que je souhaiterais nuancer. Alors les points sur lesquels j'adhère pleinement, je vais essayer de le reprendre dans l'ordre, même si c'était un discours très dense et du coup qui appelle un certain nombre de commentaires. D'abord, le système médiatique et éditorial en France, mais partout ailleurs maintenant dans le monde, vise à promouvoir des produits le plus simplifié possible. D'où le fait qu'aujourd'hui, comme l'étiquette collapsologue est à la mode, on me range souvent parmi les collapsos. J'ai des sympathies pour les collapsos, je ne suis pas collapso. Voilà. C'était un point qui est important parce que, par exemple, on n'est pas maître quand on est auteur et qu'on n'est pas un immense auteur capable de vendre des centaines de milliers d'exemplaires, on n'est pas maître des titres. Donc les titres Cataclysme ou Collapsus ont été choisis par mes éditeurs et ne sont pas de mon fait. Je peux influer dessus, parfois protester quand un titre me semble inapproprié, mais quand celui-ci passe correctement, et c'était le cas de ces deux-là, je ne m'y oppose pas. Une fois dit ça, du coup, effectivement, ça m'affecte l'étiquette catastrophiste, collapso, etc. Ce que je ne suis pas, même si je suis très inquiet concernant l'avenir. Alors, la notion de vivant et d'extinction. Le vivant, effectivement, est consubstantiel, semble-t-il, à notre planète depuis plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'années. Mais il y a eu des moments où il a connu de radicales simplifications. On appelle ceci les 5 grandes extinctions. Il y en a eu probablement d'autres, puisqu'on en a détecté une autre récemment. Qu'est-ce qu'on appelle une simplification? C'est un moment où plus de la moitié des espèces, une extinction de masse, c'est un moment où plus de la moitié des espèces vivantes sur Terre disparaissent, ce qui correspond à une simplification radicale des écosystèmes et à une impossibilité pour un certain nombre d'espèces, et plus elles sont complexes, plus elles sont vulnérables, de se maintenir sur cette planète. C'est-à-dire que s'il y a un animal complexe qui survit sur cette Terre, dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, ça sera l'humain. On a conquis tous les écosystèmes. Il y a
quelques siècles encore, il y avait des gens qui vivaient en Patagonie. Alors je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés en Patagonie, donc il faut que je décrive un peu ce qu'est l'écosystème de la Patagonie très rapidement. C'est un endroit qui est au bout du monde et qui est les terres les plus au sud de la planète, terres habitables les plus au sud de la planète. Et là, il tourne des vents en permanence autour du globe, qui se chargent d'énergie glaciale au-dessus des océans et qui viennent frapper la Patagonie. Ouvrir une portière de voiture en Patagonie, vous regardez la trompe à air avant, parce que sinon la portière peut être arrachée, même par beau temps. Et dans cet écosystème de folie, où les sportifs d'aujourd'hui ne tiennent pas plus de quelques jours avec tout leur équipement extraordinaire, etc., et où la plupart des sommets, même s'ils sont qu'à 1000 mètres, sont encore inviolés, des gens ont vécu depuis 6000 ans, nus. Ils s'enduisaient de graisse d'otarie pour survivre. Ils plongeaient chercher leur nourriture dans une eau glacée en permanence à 4 degrés et se nourrissaient de petits champignons. Ils se sont maintenus dans cet écosystème de folie avec des moyens ridicules. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre culture, ils s'y sont maintenus parce qu'ils avaient le feu, parce qu'ils savaient partager entre eux, parce qu'ils savaient se porter assistance les uns les autres. Et nous allons continuer à le faire, même dans un écosystème complètement dégradé. Et voilà, on peut imaginer que la suite de l'humanité, c'est une planète complètement urbanisée dans laquelle quelques centaines de milliers de survivants trouvent des ressources, y compris le cannibalisme, pour survivre. Ça, ce sont des scénarios dystopiques qui deviennent possibles. L'espèce humaine ne s'éteindra pas, mais est-ce qu'on a envie de ces futurs-là ? La question de notre responsabilité. Je ne suis pas inquiet sur la survie de l'humanité, elle va survivre, rassurez-vous. Je suis plutôt inquiet sur la façon dont elle va le faire et je pense que l'on peut encore infléchir ses destins. Au départ, la vie, donc pendant 1 ou 2 milliards d'années, c'est des organismes unicellulaires. Et puis, tout se passe comme si, par un hasard, là-dessus on peut être très darwinien, un hasard entre des mutations et un milieu favorable, une dynamique va s'enclencher de complexification du vivant vers des organes multicellulaires toujours plus complexes, et l'humain semble arriver au terme de ce mouvement-là, de cette impulsion-là. Non pas au sommet du vivant, puisque d'autres formes de vivant continuent d'exister, mais de cette impulsion-là de complexification. Nous avons, suite à une série de hasards adaptatifs, développé un gros cortex qui nous permet d'interpréter le monde et de construire des dispositifs symboliques extrêmement puissants qui sont la culture, qui nous permettent de collaborer à très grande échelle. Nous sommes la seule espèce de primate à être capable de collaborer à plus de 100 individus. En fait, nous collaborons par millions à l'élaboration de dispositifs complexes de médiation au monde, que ce soit Internet, que ce soit un avion, etc. Aucun être humain ne peut en concevoir un tout seul sans se jucher dans un continuum de savoirs qui ont été accumulés sur des générations et sans se juger également sur la contribution d'autres millions de personnes qui vont isoler les métaux nécessaires à la conception de l'objet, théoriser les dispositifs qui vont permettre à l'objet de voler ou de communiquer, etc. On a 2 types de complexité. D'une part, une complexité interne à l'individu, qui est la complexité cérébrale, qui est inédite dans le monde du vivant, mais aussi une complexité externe, qui est cette interconnexion dont tu nous parles, cette forme collective. Mais ce que je veux dire, c'est que cette complexification du réel que nous avons produit et du vivant, elle s'inscrit dans une chaîne beaucoup plus ancienne qui part des organismes multicellulaires. Donc, tout ne vient pas de nous. Je veux dire, tout ne vient pas de notre petite espèce et de nos responsabilités peut-être depuis le néolithique. Ça s'inscrit dans une chaîne et un élan qui est lancé bien avant de la complexification du vivant à un certain moment parce que des hasards, des conditions naturelles qui l'ont permis. Et encore une fois, ça nous décentre par rapport à notre propre responsabilité. D'accord, je comprends bien le préalable. Je veux juste être certain de bien être compris que je ne suis pas déterministe. Je pense que c'est complètement aléatoire. Je suis vraiment dans une position agnostique par rapport à l'idée que nous serions complètement uniques. Je pense que nous sommes dans une question de degré. Les chimpanzés avaient en eux la même virtualité de changer le monde, simplement leur trajectoire évolutive et adaptative ne les a pas lancés sur cette idée-là. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. On n'est pas déterministe dans le sens où c'est un hasard, une conjonction de hasard qui a permis à notre cortex d'évoluer tel qu'il est. Mais à partir du moment où quelque chose est lancé, où l'environnement le permet, l'humain ne pouvait que coloniser l'ensemble de la planète. Il a créé une dynamique. À un moment, il est difficile de déterminer lequel est le plus déterminant. Est-ce que c'est la dynamique d'une révolution cognitive qui lui a permis de développer les connexions dans son cortex? Est-ce que c'est le résultat d'une dynamique dite néolithique, agricole, qui lui a permis de domestiquer l'ensemble du vivant? Ou est-ce que c'est le résultat d'une dynamique énergétique qui est l'idée d'utiliser les carburants fossiles qui sont un aléa vraiment de l'histoire géologique de notre planète,
pour améliorer son ordinaire et ce faisant changer la composition chimique littéralement de notre monde, tout est possible. Je pense qu'il n'y a qu'une suite de hasards là-dessus et que ça n'a été rendu possible que par une combinaison qui était dans la relation dynamique que l'humain entretenait avec son environnement. Le monde du vivant s'est toujours complexifié, jusqu'à ce qu'il étouffe sous sa complexification et se resimplifie de manière drastique sous un impact extérieur, qu'il soit volcanique, météorologique ou autre. Les causes des extinctions sont à la fois internes, par montée de la complexification des différents écosystèmes, et externes, par l'irruption d'éléments perturbateurs, que ce soit un météore ou une explosion volcanique ou autre chose. Avançons un petit peu, on était sur les origines de l'espèce, avançons un petit peu au néolithique. La révolution néolithique, donc le passage de la civilisation de chasseurs-cueilleurs à ceux d'agriculteurs, n'est advenu que par nécessité, c'est-à-dire par cette hypothèse que tu suggères parfois de la disparition des grands mammifères dont on pouvait se nourrir. On a surexploité un petit peu notre milieu et donc, dans cette situation-là, on a dû organiser l'agriculture. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est parce que la situation était favorable que l'humain a eu le temps de développer la complexité justement encore plus de son système symbolique et de son travail agricole en récoltant des plantes, etc. Justement parce que le milieu de ces grands mammifères a libéré de l'énergie pour faire autre chose que passer du temps à se nourrir, ce qui, au moment d'une contraction sur les ressources, on a pu libérer toute cette puissance accumulée avant le néolithique par le développement de notre système symbolique à travers les arts, le début des religions qui sont apparus avant cette révolution agricole. Et il n'y a pas de sens déterministe à l'histoire, n'empêche que le néolithique apparaît de façon séparée à différents endroits en même temps. Tout se passe comme si c'était dans la nature humaine que d'en arriver là, parce que c'est le fruit de ce processus de complexification et de cette montée en complexité, y compris dans le système symbolique. C'est-à-dire que la nature a continué à se complexifier si on part de ces organismes unicellulaires vers des choses pluricellulaires. Ensuite, la complexification, elle est devenue sociale et culturelle et philosophique jusqu'au siècle des Lumières dont tu nous parles. Tu nous dis d'ailleurs aussi parfois, tu me poses la question de savoir si le patriarcat... Je suis revenu sur cette idée-là parce que l'argument fort qui m'avait convaincu lorsque je rédigeais Cataclysme, c'était que le patriarcat, 1, était un universel humain, et 2, biologiquement, nous avons un dysmorphisme sexuel, c'est-à-dire que les mâles sont un peu plus gros que les femelles, qui est intermédiaire entre les mammifères monogames, où mâles et femelles sont de même taille et généralement identiques, et des mammifères à structure de harem. Nos plus proches parents sont des mammifères à structure de harem, où les mâles sont 2 fois plus gros que les femelles. Ce qui n'empêche pas les femelles d'avoir des politiques et de gérer en sous-main la société, comme l'ont montré depuis quelques années des éthologues femmes qui observaient à frais renouvelés les chimpanzés. Bon. Tout ça, c'est un débat très connu. Simplement, l'argument qui veut qu'on soit un animal en transition entre une société de harem et une société monogame, et que le mâle reste plus puissant que la femelle et s'approprie donc les meilleurs morceaux à table, ce qui est attesté aujourd'hui dans les cultures humaines. Si les garçons survivent en plus grand nombre, c'est parce qu'on les dorlote davantage que les filles. Ils représentent un investissement plus important. Mais ça se heurte simplement à un constat. Le même dimorphisme existe chez les loups. Or, les loups sont des sociétés quasi matriarcales. Je ne vais pas trop revenir sur l'organisation d'une meute, mais il est intéressant de noter qu'elle est structurée autour de la reproduction de la louve dominante. Or, la louve souffre du même rapport de taille et de force par rapport au loup. Il n'empêche qu'elle se nourrit en premier. Donc ce n'est pas un argument décisif, et pour l'instant je réserve ma réponse sur le patriarcat. Je ne sais pas quand il a émergé. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu de société matriarcale sur Terre, et même les Amazones, étudiées par divers auteurs récemment, ne sont pas une société matriarcale. C'était des sociétés marginales des grandes civilisations, des sociétés de survie, où parfois des hommes puissants pouvaient rapidement mourir et transférer donc leur statut aux femmes. Les femmes commençaient à se battre quand elles étaient jeunes veuves et qu'elles devaient assumer le rôle du mari pour transmettre un patrimoine aux enfants. Que dire des premières divinités qui étaient féminines et de cette masculinisation des dieux? Les dieux sont devenus des hommes,
Alors, les divinités féminines, il faut revenir au temps du Paléolithique pour comprendre d'où vient le Néolithique, à mon sens. C'est-à-dire, période de grand froid glacial où l'humanité se répand sur toute la Terre grâce à des innovations culturelles que sont l'aiguille à chat, l'arc, etc. Ceci lui permet de conquérir l'Australie, les Amériques, selon des temporalités et des cultures différentes, mais avec l'émergence progressive d'inégalités et de capacités à capter les produits d'un commerce symbolique actif. On voit par exemple des ateliers de parure il y a 25 000 ans apparaître en Dordogne ou ailleurs avec une économie qui n'est plus une économie de subsistance, mais réellement une économie de concentration des moyens. Et un essor démographique qui s'ensuit, alors même que les conditions environnementales se dégradent fortement et qu'on atteint l'apogée de ce froid il y a 20 000 ans. Et pourtant, des sociétés complexes arrivaient à survivre dans cet environnement-là. Et puis, il y a eu un grand réchauffement. Une interruption de ce grand réchauffement lors du Drias récent, il y a à peu près 13 000 ans, une vague de froid qui a duré 1000 ans, qui a réinitialisé presque les compteurs de la biologie et simultanément une mise en danger des écosystèmes qui ont radicalement changé. Les grands animaux ont disparu, à la fois stressés par le climat et par une chasse intensive. Comme ils régulaient le couvert végétal, il y a eu un grand réchauffement qui a recouvert le monde de forêt. À ce moment-là, oui, il y a eu un apport énergétique différent et il y a eu une situation biotique complètement différente à laquelle ont dû faire face les chasseurs-cueilleurs partout sur la planète. Ce n'était pas homogène. Les tropiques ne réagissaient pas de même façon que les couverts tempérés ou que le Grand Nord où nous étions. Et donc les cultures se sont adaptées à ça et ont créé un peu partout, selon une temporalité assez large, 5-6 000 ans, les 5-6 000 premières années de ce grand réchauffement, elles ont créé des cultures que l'on dit néolithiques. Et une fois qu'on a dit ça, ok, c'est de l'agriculture, et on termine tout de suite avec la vision du bœuf qui tire une charrue. C'est absolument pas ça. La plupart des cultures ont continué, par exemple, le brûlis parcellaire qu'elles faisaient déjà pour renouveler le gibier, pour sélectionner le petit gibier et les plantes alimentaires plus tendres. On brûlait le milieu ponctuellement, et c'est une pratique qui est attestée bien avant le néolithique. Et on continue de le faire dans l'essentiel de la planète tant qu'on n'a pas inventé la métallurgie et domestiqué des gros animaux de trait, c'est-à-dire dans les Amériques ou même en Australie, on a des formes archaïques d'agriculture, ou voire très perfectionnées dans les Amériques progressivement, parce qu'on a besoin d'accompagner des essors démographiques, de concentrer les ressources alimentaires. Et le néolithique consiste en fait à lever ce qu'on appelle un cliquet malthusien. Il y avait assez de ressources sur Terre pour nourrir 5 millions de chasseurs-cueilleurs. On a assez de ressources agricoles sur Terre pour nourrir des milliards de personnes. Et c'est ça le néolithique, c'est la capacité des humains à reformater les écosystèmes par la domestication, par une sélection génétique lente, par échange avec le milieu, échange culture-nature, jusqu'à ce que ce milieu se transforme, qu'il n'y ait plus de forêts, mais des champs cultivés avec des haies, des écosystèmes complètement changés qui ne sont plus propices à la circulation de grands aurochs, mais dans lesquels on peut parquer des vaches qui sont les descendants simplifiés des aurochs. Sur les divinités féminines et la masculinisation des dieux. Oui, alors divinité féminine, ça s'appuie sur quelques thèses très vagues, qui sont celles de Maria Gimbutas et quelques autres. Je renvoie à La déesse et le grain, qui est un livre absolument extraordinaire pour une critique de ces théories. Bon, on a 200 statuettes de divinités féminines, c'est Vénus préhistorique, sur la fin du Paléolithique. 200 statuettes sur lesquelles on a pour la plupart du temps pas de contexte d'exhumation, qui ont été récoltées sur l'ensemble de l'Eurasie, sur une période qui s'étend sur au moins 30 000 ans. De là à transformer ça en système, alors que pour la plupart ces découvertes sont des hapax, c'est-à-dire des découvertes au contexte unique. Voilà. On a eu un moment où il y a eu plein de divinités féminines en Europe, c'était au XIIe siècle, ça s'appelait le culte à la Vierge Marie, donc un archéologue ignorant du contexte pourrait se pointer et dire « Waouh, il divinisait une vierge, une belle femme, etc. » Et c'était une société matriarcale. Bon, quand vous regardez la société européenne de l'ouest de l'Europe au XIIe siècle, c'était pas vraiment une société matriarcale. Voilà. Ce que je voulais dire, c'était peut-être associer le développement du patriarcat à la révolution néolithique comme quelque chose. Je refuse à le faire. Je ne pense pas que ce soit pertinent. Ça pourrait le précéder. Toi, tu penses que ça pourrait... Moi, je pense que les sociétés humaines étaient patriarcales avant. D'accord. Bien avant. Mais les premières inhumations sont généralement celles de mâles.
Mais de toute façon, on rencontrera encore une fois le problème de définition de qu'est-ce que c'est le patriarcat avant qu'il y ait, enfin, qu'est-ce que c'était une société humaine, comment elle pouvait être. Force est de constater qu'on n'a jamais réussi à trouver une société matriarcale quelque part sur la planète. Et quand on en a trouvé une, ce sont des sociétés matrilinéaires où les femmes peuvent jouer un grand rôle, comme certaines sociétés de l'Himalaya, mais ce ne sont pas des sociétés matriarcales. Donc, encore une fois, je pense que c'est profondément imprégné dans notre culture depuis au moins la révolution cognitive, depuis au moins minimum 40 000 ans, voire plus. Ça me semble une évidence de l'archéologie aujourd'hui. Ça se discute peut-être, mais je rappelle que dans la plupart des sociétés de la planète, les femmes sont complètement subordonnées à leurs proches masculins. Et j'appelle également, comme étant un des enjeux vraiment du siècle, à accélérer au maximum l'émancipation féminine en obligeant les États de toute la planète à faire accéder les petites filles à l'éducation, les femmes au planning familial et à protéger de certaines idéologies qui voudraient reléguer les femmes à la cuisine et à l'enfantement. Rassurez-vous, le siècle semble aller dans votre sens puisque le patriarcat recule à une vitesse qu'on n'a jamais connue. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a comme une accélération dans l'effondrement. S'il y a un effondrement, c'est peut-être aussi celui du patriarcat. Mais c'est ma vision du verre à moitié plein, ma tentative optimiste. Oui, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le patriarcat a encore de beaux restes devant lui et que parfois il revient en force en ce moment et que ça se voit à travers certaines structures démographiques, etc. C'est pas un combat gagné et c'est pas des mouvements médiatiques très visibles qui font vraiment les tendances de fond. Et je pense que dans un contexte où les ressources vont aller se raréfiant, la situation des femmes va être un des premiers champs de bataille. Et j'en veux pour preuve le retour de certaines idéologies, ou plus exactement la recomposition d'idéologies conservatrices religieuses qui entendent vraiment reléguer les femmes à un rôle de soumission qui aurait été dicté par une volonté supérieure. Et dans toutes les contrées du monde, partout hélas. dans le monde et dans l'essentiel des grandes religions. Ça se constate dans l'hindouisme comme dans l'islam ou le christianisme. Alors, vous disiez, on va continuer à avancer un petit peu, vous disiez qu'à partir du XVIe siècle et surtout du XVIIIe siècle, l'humain a fait un petit peu le tour de la planète et l'interconnexion commence de s'achever, on va dire. Un seuil a été franchi. Pouvait-il en être autrement ? Parce que les humains se sont séparés. Certains sont partis par exemple sur le continent américain, d'autres sur le continent australien. Il y a de ça très 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 longtemps. Compte tenu de l'évolution du milieu favorable et de cette universalité du partage des mêmes caractéristiques, par exemple cérébrales, entre nos différents spécimens, il était très probable qu'on allait se rejoindre, qu'à un moment on allait se retrouver. Et qu'on assiste depuis le XVIe et particulièrement en ce moment à ces grandes retrouvailles de l'espèce humaine qui s'étaient séparées pendant quelques dizaines de milliers d'années, mais il pouvait difficilement en être autrement qu'une mondialisation et que cette tentative de voyage. Les Vikings avaient déjà essayé de rencontrer nos congénères américains. Ça s'est pas très bien passé parce que les conditions n'étaient pas réunies de part et d'autre pour une synthèse, mais la synthèse à laquelle l'Occident a procédé, ce qu'on appelle l'occidentalisation du monde, c'est en fait un creuset des universalités, un creuset des différentes techniques qui ont été reprises à la Chine, aux Arabes, aux Mongols, etc. Mais que ces idéaux sont ceux de l'espèce humaine quasiment. Ce développement d'idées, d'affects universels n'est pas que le fait de l'Occident, il aurait pu se produire depuis d'autres civilisations. Pourquoi ? Parce qu'il y a une universalité de l'humain, il y a une universalité entre nos émotions. C'est ce qu'ont montré certains anthropologues dans les années 70. Il y a une universalité, par exemple, de la beauté. On tend vers une homogénéisation Ce qui permet de construire une éthique possible et c'est ce qui permet de construire une politique humaine, enfin, parce qu'on a fait le tour de... Non, alors, il y a une tendance vers l'universalisation et il y a toujours une tendance vers la fragmentation. C'est aussi ça, un des traits récurrents de l'histoire humaine, c'est qu'à chaque fois qu'il y a homogénéisation, par exemple de la mondialisation, l'idéologie libérale peut bien vaincre le communisme, alors que celui-ci a contrôlé une bonne partie de la planète pendant l'essentiel du XXe siècle. Mais à la place, il y aura d'autres mouvements de scission qui apparaissent et au besoin, on va les renforcer. Non pas les créer, attention, mais les renforcer quand on estime qu'ils correspondent exactement à ce reflet inversé dans le miroir. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis ont probablement
contribuer à la montée de l'islam radical dans un premier temps, afin d'avoir un miroir dans lequel se refléter et un adversaire à affronter après la disparition du bloc communiste. C'est-à-dire qu'il y a une tendance partagée, à la fois par ceux qui exercent l'hégémonie et par ceux qui la subissent, à créer du particularisme et à se séparer du courant ambiant. Ce pourquoi il est très difficile de faire un universel. C'est de nouveau le verre à moitié vide, une vision un petit peu plus triste de la suite. Plus les sociétés se complexifient et plus il est difficile d'imposer un universel au nom de revendications particulières. Moi, je pense que ce qui menace l'universel, c'est la raréfaction des ressources, mais... Très clairement, parce qu'au bout d'un moment, forcément, un discours simplificateur comme celui des populistes chacun qui dit pour soi, chacun pour soi, et on s'en est toujours mieux tiré que les autres, donc on va continuer, s'impose. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer au niveau politique sur la planète. Toujours sur cette question de l'universel et de la rencontre entre les mondes, donc de l'histoire globale, j'ai l'impression que parfois, vous donnez peut-être dans ce qui serait une sorte de matérialisme biologique, c'est-à-dire réduire, par exemple, la conquête du nouveau monde à ce problème bactériologique, à ce problème des maladies. Il me semble que c'est un peu plus compliqué. Ce serait peut-être sous-estimer la puissance des imaginaires et du politique, et peut-être aussi des universaux. Quand Cortés, avec sa petite équipe, découvre l'Empire aztèque, il a fallu des décennies pour que 90% des Amérindiens décèdent. Donc il a pu réaliser cette conquête en s'appuyant sur d'autres choses que la suprématie biologique, notamment sur les divisions internes à l'Empire aztèque, notamment dans cette rencontre avec cette femme avec qui il va créer des alliances, la Malinche, et cette possible histoire d'amour entre deux. Oui, alors, bon, les histoires d'amour sont toujours recomposées et les guerres sont racontées par les vainqueurs. Bon. Non, là, ce serait le point de vue des vaincus, des tribus amérindiennes qui sont mises en esclavage par l'Empire aztèque et qui accueillent ces Blancs comme une possible libération. Ça fait partie du cocktail, c'est-à-dire que j'ai une approche transdisciplinaire de l'histoire et je considère bien le rôle, effectivement, des alliances et des rébellions contre l'impérium aztèque. C'est pas un empire, encore une fois, c'est un impérium, si on veut. C'est une confédération de cités-États, les Aztèques. C'est quelque chose. Confédération, je suis pas sûr que toutes les cités-États qui étaient mises en esclavage et qui étaient sacrifiées sur les temples auraient été d'accord avec votre idée de confédération. Il y avait 3 cités-États qui étaient en confédération et qui avaient divisé le territoire sur lequel elles exerçaient une hégémonie en 2 morceaux, pour faire simple. On peut faire d'ailleurs une analogie avec l'islam. Le territoire de la paix, le territoire de la guerre. Étaient territoire de paix les endroits qui versaient tribut de nourriture. Étaient territoire de guerre les endroits sur lesquels on se procurait les captifs indispensables aux cérémonies. Selon un calendrier fixé longtemps à l'avance, on se faisait la guerre. Il y avait des réserves de guerre, littéralement, à l'intérieur de l'impérium aztèque. Mais peu importe cette situation-là. Bien sûr qu'une seule cause n'est pas déterminante absolument. Quand les Aztèques sont confrontés aux Espagnols, non seulement ils sont confrontés à une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire la guerre. On fait la guerre non plus pour faire des prisonniers, mais pour tuer. On fait la guerre avec des nouvelles armes, de l'acier qu'ils n'ont jamais vu, avec des nouvelles créatures que sont les chiens de combat, qui sont quelque chose pour les Aztèques d'absolument horrible d'un point de vue mental. On fait aussi la guerre avec des rumeurs qui se propagent spontanément, telles que celle du retour du serpent à plumes qui doit annoncer la fin de la civilisation. Le poids aztèque. des imaginaires, Voilà. du coup. Le poids des imaginaires. Mais il n'en reste pas moins que ce qui est attesté, c'est que dans les 2 années de contact et de guerre que Cortés livre à cette structure étatique aztèque, 50% des Aztèques sont emportés par la variole. Ce qui aide un peu le combat. Ça aide aussi à changer les imaginaires. Bien sûr. Il faut vraiment imaginer. Les conquistadors eux-mêmes en sont conscients puisqu'ils voient les gars d'en face se précipiter au combat en hurlant et tomber de fièvre en même quand on leur est porté le premier coup, au point qu'ils imaginent qu'ils ont derrière eux saint, Santiago, qui est avec un arc derrière et qui flèche l'adversaire avant qu'il arrive dessus. Ils sont persuadés que les victoires sont miraculeuses et de facto elles le sont. Elles le sont d'autant plus que quand vous avez des castes entières qui sont effacées par la maladie, vous avez l'impression d'être affecté par le destin, vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne savez pas du tout ce qu'est un virus. Évidemment, il faudra 5 siècles encore avant qu'on découvre vraiment ce que c'est. 4 siècles, pardon. Il y a un abattement qui saisit les sociétés amérindiennes. Une dépression Une même. dépression qui les saisit. Quand vous avez tous vos parents qui sont morts, quand vous avez tout perdu, et vous êtes hébété au milieu d'un champ de ruines, et puis arrivent les quelques vainqueurs qui ont porté cette dévastation, et qui vous disent, on va te déporter de 200 km de tes pénates, et on va te faire travailler dans une plantation.
Ben, vous n'opposez aucune résistance et puis ils vous expliquent que c'est grâce à leur Dieu qu'ils ont gagné, et ben vous vous convertissez. Même si dedans vous allez apporter un peu de votre panthéon antérieur et amérindisiez les saints, voire développer un culte de la mort comme au Mexique. Il n'en reste pas moins que cette dévastation absolue n'a été rendue possible que par un échange biologique. Non, mais et que la même chose a lieu au même moment en Chine. À ce moment-là, Tomé Pires tente de conquérir avec les moyens du royaume portugais la Chine avec exactement la même méthode que Cortés. On fait une petite ville, on essaye de soulever les locaux contre l'impérium qu'on devine s'agiter au loin, et on affronte. Qui est-ce qui se rappelle de la guerre que les Portugais ont livrée à 2 reprises au cours du XVIe siècle à la Chine pour l'envahir? Personne. Parce qu'on ne l'a pas écrite. Les Chinois se sont même pas rendus compte qu'ils avaient affaire à une tentative d'invasion, ils l'ont repoussée d'une pichenette. Et quant aux Portugais, ils étaient tellement honteux qu'ils ont oublié de la raconter. Peut-être qu'en Chine, on s'en rappelle, mais... Non, on s'en rappelle même pas. Enfin, c'est bien décrit dans L'Aigle et le Dragon. Non, c'est bien sûr que le décalage bactériologique lié au fait notamment que les humains qui vivaient sur le continent américain avaient constitué une sorte d'isolat génétique. Et du coup, ça les rendait beaucoup moins... Ils n'avaient surtout pas domestiqué d'animaux. Or, la plupart des grandes épidémies, notamment la variole, mais aussi... Il n'y avait pas eu de zoonose, la rubéole, etc. Voilà, il n'y avait pas eu de zoonose. On n'avait pas offert aux microbes... Mais c'était juste pour rappeler que sur la question des universaux, de la question politique et la question universaliste, à la cour impériale, alors de l'impérium aztèque, les femmes n'avaient pas le droit de parler, les femmes ne parlaient pas. Cortés choisit une femme comme traductrice. Il ne l'épouse pas, elle reste une concubine. Enfin, ce que je veux dire, elle parle. On peut faire tous les romans qu'on veut autour de... C'est pas rien. Une femme qui parle dans la cour impériale, femme qui ne parle pas la langue aztèque, qui est issue d'une caste totalement soumise. Alors, il existe aujourd'hui beaucoup de biographies d'autres femmes prises par les colons comme dispositif de médiation et d'intégration du monde dans lequel ils pénètrent. Je veux pas idéaliser. Le phénomène est visible en Asie et en Amérique massif parce que ce sont des hommes européens qui partaient à la conquête des nouveaux mondes et quand ils arrivaient sur place, ils avaient besoin d'intermédiaires. Et généralement, une fois le premier contact passé, ils prenaient épouse sur place parce que ça a toujours été le moyen de rentrer dans les systèmes, une technique de pénétration et d'alliance. Vous preniez une femme pour être en alliance, en interaction. Et donc de Pocahontas à la Malinche, en passant par toute une litanie de ces femmes intermédiaires qui sont réhabilitées aujourd'hui par une histoire connectée, qui est celle des rapports de contact, ça s'inscrit quand même dans un imaginaire de domination masculine, c'est-à-dire que la femme est l'instrument par lequel vous allez asseoir le pouvoir deux pouvoirs masculins en contact, et c'est un universel effectivement du premier colonialisme européen, 16e, 17e siècle, que des hommes aillent prendre épouse indigène et souvent en gardant à domicile un autre réseau d'alliances à travers une autre union matrimoniale pour pouvoir faire le pont interculturel. Ça ne veut pas dire que ça a eu une profonde influence sur la société d'accueil. J'essaie juste d'éviter les illusions rétrospectives d'un verre toujours à moitié vide et de se dire que peut-être la dynamique de libération, pour revenir bêtement à Marx, fait partie de l'accélérateur historique. J'ai traduit récemment un texte qui a été publié sur le site internet nonfiction.fr dans lequel il réhabilite justement le rôle des femmes dans la littérature aztèque. Et loin de l'imaginaire colonialiste qui s'est développé avec des femmes réduites au silence, on découvre qu'il y avait des femmes philosophes en grand nombre chez les Aztèques. On peut les identifier nominalement. On retrouve leurs citations, leurs textes. Elles étaient étudiées. Elles enseignaient à des nobles guerriers dans une société où il y avait plus de littératie, c'est-à-dire 10% des adultes aztèques savaient lire et écrire, ensuite de porter les armes, ce qui était une proportion bien supérieure à celle de l'Europe d'alors. Et on peut citer aujourd'hui, rétrospectivement, en proportion de ce qu'on sait comme nom, beaucoup plus de femmes aztèques exerçant un magistère intellectuel qu'il n'y a eu de femmes en Europe exerçant un magistère comparable à celui de Christine de Pisan, par exemple. Voilà. Je veux juste insister sur ce fait. Les femmes avaient plus droit à la parole dans la société aztèque, d'après les sources dont nous disposons, que même l'Europe médiévale dont étaient issus les conquistadors. Tout à fait. Je vous sens tout de même assez amérindiophile.
Une sorte d'orientalisme de l'autre côté, où Non. on envisage les Mayas comme quelque chose Non, de je des n'envisage Aztèques. pas du tout un Moi, je retour me à mets l'âge toujours, aztèque où on se faisait moi, la guerre régulièrement pour capturer des prisonniers et aller les voilà, moi je me égorger mets en haut des toujours pyramides. du côté Ce politique côté-là, j'en veux pas. de ceux qui ont été mis en esclavage dans tous les empires du monde, et j'essaie de retrouver, de repérer dans l'histoire ce moteur de la libération, ce moteur Alors, universel je de... voudrais insister aussi sur un point dans l'esclavage, c'est qu'il y a eu plusieurs formes d'esclavage et de travail forcé dans l'histoire, et que la pire à tout égard a été l'esclavage industriel mis en place progressivement à travers l'Atlantique, qui a consisté à vider de ses ressources démographiques l'Afrique pour repeupler les Amériques afin d'avoir une main-d'œuvre corvéable. C'est le seul moment dans l'histoire où on en est arrivé à un degré d'inhumanité où on considérait qu'il valait pas la peine de laisser se reproduire ces esclaves africains sur place parce qu'il était moins coûteux d'importer de nouveaux transporter, esclaves tous les 6 ans. Et donc, on faisait travailler à mort littéralement les esclaves avec une durée d'amortissement. C'est vraiment de ça qu'il s'agit parce que c'est là que s'est inventée la comptabilité moderne. Une durée d'amortissement de 5 ans dans les plantations ou notamment les mines d'argent du Potosi. Donc, j'insiste aussi sur l'inhumanité de ces idées-là et sur la grande différence qu'il peut y avoir entre les systèmes d'esclavage. Moi, c'est juste pour décentrer. Il y avait des acteurs historiques ailleurs. L'Occident n'a pas le monopole de la barbarie, hélas. Ça, on est d'accord. Le masque de Toutankhamon qu'on célèbre, cet or-là était probablement sorti de terre par des esclaves enfants, parce que les archéologues montrent que c'est à peu près la seule chose qui est possible. Et ce serait bien qu'on le dise quand on fait une exposition de Toutankhamon. On avance un petit peu dans le temps, on arrive au XXe siècle. Il me semble que l'impérialisme américain se réalise. Il était déjà en puissance, mais se réalise à partir du tournant de la Première Guerre mondiale, à partir de leur entrée en scène dans la Première Guerre mondiale en 1917, et qu'à partir de ce moment-là, leur supériorité générale dans l'organisation d'une société complexe va déterminer le cours du monde massivement jusqu'à peut-être aujourd'hui. Vous m'expliquiez que vous n'étiez pas d'accord avec cette idée selon laquelle en 1942, la guerre aurait déjà été pliée. Je vous opposais que, à mon avis, les intellectuels sérieux, dès les années 30, pouvaient tout à fait considérer, et il n'y avait pas besoin d'être un grand historien pour savoir que le Troisième Reich ne durerait pas plus que quelques décennies au maximum, puisque le Troisième Reich, c'était quand même une déclaration sur le plan de l'énonciation, une déclaration impériale qui s'inscrivait dans la filiation et de Napoléon et des empires romains, etc. C'était sûr que ça n'allait pas tenir. Donc l'hypothèse qu'à l'époque, un Troisième Reich pouvait tenir et quelqu'un qui était diagnostiqué déjà comme pathologique et comme arrivé au pouvoir par des mécanismes pathologiques dès les années 30 par Wilhelm Reich, sans parler de la supériorité technologique de l'informatique naissante en Grande-Bretagne, qui faisait qu'on maîtrisait tout à fait le... Les Allemands étaient plus avancés en technologie informatique oui, mais que si les vous avez... Britanniques en 1940. En 40, mais pas en 42. Si vous avez un A sur votre ordinateur avec une pomme croquée, c'est parce que Turing avait cassé la machine Enigma et que la guerre était pliée. Là, on est dans l'histoire tunnel. C'est-à-dire, rétrospectivement, on regarde Wilhelm Reich, mais on se garde bien de lire Julius Evola. Et vous aviez les deux opinions à ce moment-là. Personne ne pouvait envisager que l'Empire et que l'aigle impérial... il y en avait qui l'envisageaient. Oui, mais c'était ultra minoritaire. Un aigle impérial... Déjà, sur Napoléon III, ça marchait plus. Non, ça, on ne peut pas le savoir parce que c'est de l'histoire contrefactuelle. Bon, alors, en 1942, on ne pouvait pas dire que les Américains allaient encore une fois intervenir et qu'ils allaient emporter le morceau de toute façon. Dans ce cas-là, le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki serait un geste militaire et non pas un geste politique, c'est-à-dire un geste de communication à l'égard de l'espèce, un geste quasiment anthropologique, de dire nous, la puissance américaine, nous avons le pouvoir pour la première fois, si on le veut, d'anéantir. Il y a plusieurs raisons qui ont été déterminées par les historiens au bombardement d'Hiroshima. La première, c'est simplement une question de calendrier. À Yalta, la Russie a dit ok, on va finir d'écraser l'Allemagne ensemble, puis après je demande 3 mois de trêve, et puis j'attaque le Japon. Et entre-temps, comme la guerre tournait dans le bon sens pour les Alliés, la Russie s'est dit « Putain, il faut que j'entre en guerre contre le Japon, comme ça j'annexe l'île de Sakhaline. » Voilà. Et donc, du coup, tout le monde avait les yeux fixés sur le calendrier. Le 9 août, la Russie entre en guerre et annexe une partie du Japon. Le 9 août. Il faut que le Japon capitule avant le 9 août. Putain, dépêchez-vous de faire cette bombe et de me la larguer sur n'importe où que ça frappe les imaginaires. Voilà, ça c'était une des raisons pour lesquelles on a frappé Hiroshima. Et ils ont gagné. Le 6 août. Ils ont gagné les images. La guerre froide a été gagnée en 1945. Parce que l'image de l'empereur a été ébranlée, les négociations ont commencé dans l'urgence, on a expliqué aux Japonais, mais dépêchez-vous de capituler, putain, on a besoin pour que... Et non, les Japonais ont traîné et
il y avait une autre bombe de prévue, c'était au cas où les Japonais résistaient. Ils résistaient pas, ils étaient prêts à capituler. Mais voilà. Et à quoi ça a tenu le bombardement de Nagasaki? Le responsable en chef avait été laissé sans ordre, un colonel, il sort le matin et il se dit La météo. S'il fait beau, la mission part. S'il fait mauvais, la mission part pas. Il faisait beau, Nagasaki a été rasé. On finit d'avancer, on arrive au 21e siècle. Il me semble que 2020 va être une année charnière. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'un seuil anthropologique a été franchi? Ça vous fait sourire? Non, mais c'est que je jamais... me méfie énormément du terme seuil anthropologique, c'est-à-dire qui impliquerait qu'il y ait une modification de l'espèce entière. Oui, bien sûr, il y a une modification dans la mesure où nous avons tous adopté les mêmes gestes rituels de se laver les mains au gel hydroalcoolique et de se porter des masques. Et de prendre soin les uns des autres. Oula, le care, on a toujours pris soin les uns des autres. Enfin, je veux dire, on a des systèmes hospitaliers très performants et des soignants qui ont toujours été dévoués. 5 milliards d'humains qui, quasi en même temps, ont la même pratique de soins pour soi et aussi pour les autres. À un moment où un virus, donc partout, on sait qu'il tue essentiellement les anciens, même si on dit qu'on ne savait pas trop, mais très vite on sait qu'il a une très faible létalité. Il y a quand même ce geste collectif qui est de l'ordre peut-être d'une forme d'intelligence de l'espèce et d'une communication, une infracommunication entre les individus par-delà les cultures, de se dire... C'est une expansion culturellement régie des pratiques de soins qui sont consubstantielles à l'espèce humaine. Nous avons développé notre success story évolutive sur le fait de collaborer pour prendre soin de nos petits de façon collective et pour prendre soin également de nos blessés, de nos handicapés, etc., avec des modalités culturelles différentes. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'homogénéisation de ces modalités. Et en même temps, comme il y a des inégalités très fortes, il n'y a pas une homogénéisation parfaite, dans la mesure où, en Inde ou en Chine, on réactive aussi des médecines anciennes pour, culturellement, se dégager d'une médecine perçue comme occidentale. La fragmentation. Voilà. Donc il y a un processus à la fois d'unification. Les hôpitaux sont régis par les mêmes règles d'efficience élaborées qui sont les règles de la science en Occident. Et on rejoint l'universalité. C'est-à-dire la science n'est pas universelle. La science est un construit qui modélise le réel avec une efficacité qui n'avait jamais été atteinte auparavant par d'autres théories. C'est pour ça que la science est en permanence construite et débattue dans un cadre intellectuel accepté par les participants. C'est ça la science. Ce que je veux dire, c'est que... Et cela nous donne, par sa rigueur intellectuelle, une capacité à agir sur l'environnement qui est inégalée à ce jour. Voilà. Et ce qui permet à notre civilisation, finalement, d'accéder, grâce à divers biais idéologiques, à une religion qui accomplit ses promesses ici et maintenant, et non plus dans un au-delà où on vous promet de vivre bien, etc., pour l'éternité, pour peu que vous consentiez à souffrir sur place. Aujourd'hui, la science, récupérée par divers mouvements politiques, nous promet de vivre mieux et accomplit ce rêve. C'est-à-dire que pour ceux qui sont, et encore, je rappelle que ce sont essentiellement les classes moyennes, c'est-à-dire 2,5 milliards de personnes sur Terre, pour ceux qui vivent bien, sans souci de famine, sans souci de manquer du minimum, c'est un rêve auquel n'ont pas eu accès les autres humains pour l'essentiel de l'histoire de notre espèce. Mais ce rêve est conditionné à des dépenses énergétiques et environnementales très fortes, qui sont trop fortes et qu'il faut faire baisser. Donc sur cette homogénéisation du monde, les géopoliticiens disent qu'on entre dans un monde multipolaire. Moi, il me semble à l'inverse que le monde est unipolaire, c'est-à-dire que tout le monde utilise des smartphones partout sur Terre. Les mêmes gestes se reproduisent partout sur Terre et que, bien sûr, il y a une singularité de l'Internet chinois, là d'accord, une petite singularité de l'Internet russe peut-être, mais tout cela, encore une fois, n'est-ce pas des gesticulations géopolitiques, alors que plus profondément, il est possible qu'on soit tous déjà interconnectés et que jamais la Russie ne puisse se passer d'Internet et ne puisse couper, puisque ça effondrerait tout simplement son système, et que donc, grosso modo, Facebook, Google et leurs homologues, quelques homologues asiatiques, tiennent déjà l'infrastructure de cette plateforme mondiale et que bientôt, on ne demandera plus quel est votre nom ou quel est votre numéro de sécurité sociale ou quelle est votre adresse mail. Ce sera une adresse au réseau, à la plateforme. Vous aurez un code qui sera votre code. C'est un avenir possible. Il y a beaucoup à la grande plateforme lisse globale. Il y a beaucoup d'autres avenirs possibles sur le grand billard chaotique qu'est la planète.
Voilà, c'est un avenir possible. Il peut y avoir, vous voulez dire, et il n'affectera pas tous les humains de toute façon mécaniquement. Dans l'introduction de Collapsus, vous opposez à un discours qui serait celui du transhumanisme et de la réussite du dépassement de nos problèmes par un capitalisme technologique, vert, etc. Or, moi, il me semble que ce discours-là, je le perçois pas. J'entends pas à la télé... et je ne rencontre personne depuis 20 ans que je me pose la question qui me dit c'est super, on vit dans un monde où on va tous s'adapter et où tout va bien marcher. Au contraire, le discours majoritaire, y compris par les tenants de ces firmes-là, est qu'on entre dans un monde de tension. C'est une banalité de dire que tout va mal et que tout va mal aller. Il y a un équivalent du patron d'Apple en Australie qui a proposé sa solution au méga-feu. C'est un milliardaire australien. La solution du gars, c'est on ne peut plus balancer de pompiers dans cet enfer. Donc je propose la 5G. Vous connectez tout. Vous me laissez accès à tous les objets de tout l'habitat parcellaire dans les forêts. Et comme ça, il y a des capteurs qui mesurent tout grâce aux montres connectées, grâce aux petites stations météo individuelles, qui mesurent toutes les conditions de l'incendie. On met un algorithme à l'œuvre, une intelligence artificielle qui acquiert les départs de feu, qui donc pronostique quand le feu a lieu. Et puis là, je vous envoie des robots aéroportés qui iront dans cet enfer où les humains ne supportent pas. Et voilà, technologiquement, j'ai la solution au méga-feu. Ce sont des solutions qui sont aujourd'hui étudiées dans la littérature scientifique. Mais personne n'y croit. Tout le monde y croit au point d'investir, c'est-à-dire que les États investissent dessus. Oui, bon, admettons. Et on sait que c'est possible, puisqu'on le fait, par exemple, dans l'élevage industriel. Vous changez la génétique des animaux. Oui, mais je crois qu'il y a un effet de source. Moi, je ne rencontre pas d'humains qui croient que la géo-ingénierie va fonctionner. Oui, mais qui y croient. Je rencontre des humains qui disent. Mais bien sûr, on n'y croit pas. Mais par nos impôts, nous le finançons aujourd'hui. Ah oui, ça c'est le problème. Et, il y a le croire qui le rend possible, certes, mais il y a aussi le fait que nous donnions de l'argent pour nourrir des gens qui croient eux que c'est possible et qui sont en train de le mettre en œuvre à bas bruit. Et ça se lit dans la littérature scientifique. Je pense qu'on n'en donne pas, on nous le vole, malheureusement. Oui, on nous dépouille de ce pouvoir. C'est un système, voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes face à des enjeux éthiques majeurs. Nous devons mettre en œuvre des réponses collectives et partagées avec des récits que nous partagerons. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le soulignez, il y a effectivement un hiatus profond entre les récits qui circulent parmi nous, entre nous, et le réel tel qu'il se dévoile à travers non seulement la géopolitique, mais aussi la science, les ressources, les labos dans les grandes firmes qui aujourd'hui préparent la captation carbone, qui aujourd'hui préparent la transition énergétique. Et ce n'est pas dans notre intérêt qu'ils le font, mais dans leur intérêt à eux. Parce que nous sommes dans un système idéologique qui aujourd'hui fait primer l'intérêt de ces grosses machines que sont les firmes. Et je rappelle également que les firmes sont au sens propre du psychologique, puisque vous insistez beaucoup sur ces dimensions psychologiques, ce sont des psychopathes. C'est-à-dire des êtres qui n'éprouvent aucune empathie et qui sont capables de simuler la plus grande des sympathies. On peut vous vendre des vaches qui batifolent dans un champ rempli de coquelicots tout en produisant du fromage industriel dans des abattoirs concentrationnaires. Voilà. Et ces firmes-là sont en train de dicter notre futur. Donc il est temps pour nous, citoyens, de reprendre le pouvoir, de demander à l'État d'être volontariste et d'essayer. Moi, je pense qu'il ne faut pas demander grand-chose à l'État, mais bon, on peut toujours essayer. Je pense qu'il faut plaider pour une auto-organisation. On n'a que ce cadre-là aujourd'hui pour agir à l'échelle planétaire. Les auto-organisations locales, la mise en archipel, ne suffiront pas. Elles sont précieuses dans la mesure où elles vont constituer des oasis de résistance à la dévastation du monde qui se profile à travers les systèmes capitalistes. Mais on ne peut prendre le système capitaliste à la gorge qu'en s'emparant de la tête qui est l'État. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas nous laisser le faire. Mais bon, dernière question. Aucune modification ne s'est faite dans les sourires, la simplification et les grandes tapes dans le dos. Dernière question. Mark Zuckerberg et les créateurs de la Silicon Valley, de Facebook ou de Google, ne sont-ils pas vos meilleurs lecteurs ? Dans le sens où ils pourraient être convaincus, comme nous, de l'idée qu'il se passe quelque chose de décisif, qu'il faut s'organiser, qu'il va falloir s'organiser, et que, par exemple, l'hypothèse de séparer le monde en deux parties, un retour en monde sauvage, progressif, et un monde qui serait entièrement artificialisé et entièrement contrôlé par notre technique. On pourrait tout à fait partager cette hypothèse-là, ce qui en plus leur permettrait de résoudre la question de la répression et de la privation de liberté, dans le sens où ils pourraient dire aux personnes qui veulent vivre une aventure
nature, dans le monde sauvage, vous pouvez y aller. Tant que vous ne produisez pas du réchauffement climatique, vous faites ce que vous voulez. On vous laisse partir. Par contre, si vous voulez être dans le monde, vous suivez notre code, vous avez un code barre, etc. Et on a besoin de la 5G pour tout connaître, parce que c'est le seul moyen que cette partie du monde... On sera à ce moment-là la 6G ou la 7G. Ouais, c'est le seul moyen que cette partie du monde interconnectée pour qu'on puisse gérer la circulation des ressources artificielles. On a besoin de tout savoir. Donc on a besoin de tout savoir sur vous, on a besoin de savoir... Alors, ça c'est un futur possible. Zuckerberg serait très d'accord avec cette très probablement, mais j'adorerais que à la fois les décroissants et Zuckerberg soient d'accord avec moi. Comme ça, on pourrait tous collaborer dans la joie et la bonne humeur à la construction de ce monde. Bon, bref, je plaisante un peu. Ce que je veux dire, c'est que il faut d'abord cesser de cloisonner la science et permettre à des équipes pluridisciplinaires de considérer de façon anthropologique, pour le coup, c'est-à-dire de manière globale, les décisions qui engagent notre avenir. Une fois posé ça, oui, je défends l'hypothèse Half-Earth de Wilson comme étant la seule compatible à la fois avec nos trajectoires civilisationnelles, nos trajectoires imaginaires, nos besoins, ces besoins étant résumés ainsi, faire survivre décemment 10 milliards d'humains sans crash planétaire. Mmh. Et effectivement, cette solution de réensauvager la moitié de la Terre progressivement et d'artificialiser totalement l'autre moitié est la seule qui fonctionne. Il y a toute une littérature qui est en train d'être publiée sur la question depuis 2 ans. Ça a commencé aux États-Unis et aujourd'hui ça arrive en France. Il y a une déferlante. Littérature de chevet, à mon avis, dans toute la Silicon Valley, et qui doit nourrir les imaginaires futurs. Tout à fait. Et donc, mais on ne s'en sortira pas si on n'associe pas tout le monde autour d'une table à un projet commun. Ça va de la Chine à la Silicon Valley, en passant par la société civile européenne et la société civile indienne. Et ça implique de partager des discours collectifs. Et donc il y a une lutte aujourd'hui pour s'emparer des imaginaires. Les populistes ont une longueur d'avance parce qu'ils parviennent à, comment dirais-je, verrouiller un temps les opinions. Mais on voit bien que ça peut basculer. La moindre crise comme le coronavirus peut jeter à bas certains populismes ou pas. On verra ce qu'il en advient. Ce que je dis, c'est qu'il va falloir qu'on s'entende tous ensemble. Il va falloir apprendre à chevaucher le tigre, comme disent les Chinois, c'est-à-dire à s'accommoder de l'adversité pour pouvoir progresser dans l'intérêt du bien commun. Il ne sert à rien aujourd'hui de se déchirer, comme on le fait trop volontiers dans les milieux écolos, entre « Ah, celui-là, il est partisan de la géo-ingénierie ou du nucléaire, je ne veux pas lui parler ». Moi, j'adore l'image du jury citoyen qui, comme la Commission pour le climat, se réunit, 150 personnes tirées au hasard de la statistique, et finalement, qui arrive à un consensus après avoir auditionné des experts, un consensus minimal. Le problème étant que le politique s'assied dessus. Si nous ne les appuyons pas, ces 150 citoyens, ça ne se fera pas. Si nous les appuyons, ça contribuera à faire évoluer favorablement la situation. Comment peut-on appuyer ? C'est un outil. Comment peut-on faire plus que débattre, par exemple, en bloquant certains pans de l'économie, en bloquant certains... Alors, je ne suis pas un théoricien de la résistance là-dessus, je renvoie à d'autres ouvrages. Moi, je n'ai pas théorisé la façon dont on pouvait faire accéder à ces changements. Je réfléchis plutôt à la façon dont on peut faire accéder à des récits. Je suis aussi quand même pour un minimum de spécialisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager toutes les questions à la fois. Pour ma part, je ne sais pas comment on fait évoluer des sociétés. Je peux donner des exemples historiques, mais c'est toujours des reconstructions a posteriori. Et ça va pour inspirer des récits, des mobilisations. Ça ne crée pas des mobilisations. Je n'ai pas prétention à expliquer comment on prend le pouvoir politiquement. Il y en a d'autres qui l'ont théorisé. On peut suivre à volonté les réflexions de, je sais pas, parmi les gens que j'aime bien, tout ce mouvement qui se cristallise autour de Corinne Morel-Darleux ou d'autres personnes, ou regarder ce que dit Andreas Malm. Dernière question, il nous reste 1 ou 2 minutes. Le Covid, on en a très peu parlé et c'est très bien à mon avis. Est-ce que vous aviez anticipé le risque pandémique dans vos écrits ? Bon, même si vous ne l'aviez pas fait, de toute façon, on sait qu'il a été fait par de nombreux auteurs, à commencer par le rapport de prospective de la CIA, que je suis à chaque fois avec attention, parce que s'il y a des gens qui font bien de l'histoire globale, c'est certainement eux, et il faut regarder ça de près. Que pensez-vous de la réaction gouvernementale ? Quelles avaient été aussi vos analyses au début de la crise, au mois de mars, sur le Covid, et comment est-ce que vous avez pu ça fait toujours beaucoup de questions. Éprouver ? Alors, très rapidement, dans Cataclysme, il y a 2 chapitres entiers sur 17 qui sont consacrés aux effets des épidémies sur les sociétés, notamment à l'époque moderne. Voilà, bon, les épidémies ont profondément façonné notre mode de vie et on avait oublié la dévastation que ça pouvait être. Je n'en avais plus guère parlé, on n'en parle même pas, on n'a pas demandé à des experts des épidémies d'en parler dans Collapsus, mais on aurait pu. Et j'avais accordé une interview à Camille Brunel
dans Uzbek Erika sur justement le rôle des épidémies dans l'histoire et dans le futur. Il y a de cela 1 an et demi. Elle est disponible en ligne, accès libre. Personne n'avait anticipé le Covid et surtout l'absolue incertitude de ce virus très malin au point de déjouer la plupart des certitudes initiales des biologistes et des épidémiologistes. Ce qui montre la capacité du vivant. Je suis pas sûr parce qu'en février on disait il y avait une très faible létalité de ce virus. Rien n'a bougé depuis. Ah non, mais c'est pas la capacité, c'est la contagiosité. Il est malin, c'est-à-dire dans la mesure. Par exemple, Ebola est beaucoup plus mortel, mais Ebola se voit. Donc on peut mettre en place très vite des barrières à la propagation d'Ebola. Mais ça c'est connu. Quand vous dites qu'il a surpris les épidémiologistes. Il a surpris à plein d'égards les épidémiologistes et il a réintroduit l'incertitude dans les politiques publiques. Ça c'est sûr. Voilà. D'où une cacophonie quand même en France. Ce qui est déplorable, c'est que le pouvoir politique considère les citoyens comme des enfants mal élevés et considère que plutôt que d'expliquer, il vaut mieux imposer. Je pense qu'il faudrait avoir une pédagogie du masque, une pédagogie des gestes barrières, etc., avant d'imposer des mesures qui sont mal vécues, parce que souvent discutables quant à leur fondement. Voilà. Donc je pense que le gouvernement en général a très mal réagi. Ajoutons à cela évidemment que nous étions dans une situation qui était dénoncée depuis très longtemps par les professionnels du care et de la santé, à savoir une dégradation au nom d'une logique néolibérale de l'hôpital public qui a été particulièrement cataclysmique et qui malheureusement n'a pas été améliorée. On a eu une période d'entre-deux, entre les deux vagues. On aurait dû renforcer les moyens de l'hôpital. On ne l'a pas fait. Et les soignants se retrouvent aujourd'hui fort démunis face à ce qu'on va exiger d'eux avec la montée en puissance probable du virus dans les prochaines semaines. Ce qui est inadmissible. Ce qui est purement inadmissible. À cette encontre-là, il faudra sanctionner ce gouvernement, l'en tenir responsable, parce qu'on aurait dû investir dans un plan Marshall pour l'hôpital, sitôt passé la première vague, afin d'éviter les effets dévastateurs d'une politique mal conçue. Voilà. Après, je ne veux pas rentrer dans le complotisme, ce n'est pas mon sujet, c'est un constat. Nous sommes mal organisés face à la maladie. Et vous pensez que les Suédois, par exemple, ont été plus responsables, ont été capables d'une politique plus moins répressive et plus... On pourra jauger la politique des Suédois, des Chinois, de Taïwan, de l'Italie, de l'Espagne ou d'ailleurs, a posteriori de la crise. Pour aujourd'hui, 2-3 ans. Voilà, c'est à l'horizon de plusieurs années. Les Suédois ont choisi une voie qui a des arguments pour et des arguments contre. On verra qui avait raison de se claquemurer ou pas. On ne pouvait pas faire la même chose que les Suédois parce qu'ils sont beaucoup moins densément peuplés que nous. Ils ont aujourd'hui sensiblement les mêmes effets du Covid sur leur société que nous, avec beaucoup plus de distance, avec beaucoup plus de surface disponible par habitant, alors que les pays voisins, qui sont comparables à la Suède, ont un taux de mortalité et d'infestation bien moindre. Donc, ils font moins bien que leurs voisins, ils font aussi bien que nous, voire mieux, avec une politique qui est de laisser faire. C'est sur le long terme que ça se jugera. Voilà. Ils ont pris une option, nous en avons pris d'autres, et je n'ai pas de jugement de valeur à apporter là-dessus. Eh bien, Laurent Testo, je vous remercie pour cet entretien. Merci Réal. J'espère qu'on aura permis à nos auditeurs de partager nos questionnements et peut-être un début de récit commun. En tout cas, c'est à nous de continuer à le construire.